ils ont compris ce qui n'allait pas. Ils ont compris qu'en gros, il y avait une nouvelle phase à mettre en place dans la démocratie de notre pays, sans que cette parole ne soit portée nulle part dans l'espace institutionnel, donc sans avoir besoin des élites. C'est bien la preuve qu'on est arrivé à un niveau de maturité suffisant pour mettre en place ces outils-là. Ils ont été beaucoup plus créatifs, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus originaux et beaucoup plus mûrs que nos supposés élites politiques qui voyaient bien qu'on était en train de se prendre un mur institutionnel, démocratique et même intellectuel et qui n'arrivaient pas du tout à trouver une réponse. Et voyez la façon dont Emmanuel Macron tente de répondre aux demandes sur le référendum d'initiative citoyenne ou le vote blanc. Il est incapable, il n'a pas d'argument. Il dit ah oui, on va voter blanc et quoi, et qui va être le blanc? Il y a un tel niveau de cette phrase quand même dans la conférence de presse. Il a un tel niveau de bêtise en fait par rapport à un peuple qui par lui-même a réussi à s'émanciper intellectuellement de toute forme de tutelle que je pense qu'on est aujourd'hui largement en mesure en fait. Le problème c'est qu'on ne laisse pas prendre la parole. Enfin, en tout cas on ne laisse pas ces gens prendre la parole. C'est pas qu'ils ne sachent pas parler. C'est vraiment pas ça le problème, c'est le point après j'ai peut-être tort. Si vous pouvez nous écouter. Merci pour ce propos ensemble, à la fois sur ces violences policières tragiques, sur les violences sociales, sur le fait que toute cette richesse du travail est dilapidée. Vous avez parlé de l'affaire Matra, Moussag, etc. Merci pour toutes ces précieuses infos. Ma question, c'est sur les futures précieuses infos qui sortiront. Comme vous avez été conseiller juridique de Wikileaks, de Julian Assange, donc sans doute vous savez par quel cadeau on passe les bonnes infos. Et alors il y a des affaires qui sortent, donc voilà, l'aéroport de Paris, EDF, j'ai appris. Peut-être on pourrait parler aussi pardon, la Banque de France va pouvoir prêter à intérêt de l'or qui est entreposé dans ses sous-sols. Bon, apparemment, c'est peut-être pas l'argent public, mais il faudra le vérifier. Et donc, à une époque, je crois que c'était en mai 2007, vous étiez contre les Macron Leaks. Apparemment, ça tombait malade au dernier moment. Mais maintenant que les infos sortent, est-ce qu'il y a des canaux par lesquels on pourrait bien s'informer, soit par les médias, soit par les Gilets jaunes? Je crois qu'il y a une liste de médias des Gilets jaunes, des journaux sur Internet, etc. Ou à travers nos conférences. Est-ce qu'il y a des leaks qui vont sortir? Je pense que parce que la police, par exemple, ne soutient pas trop Macron, parce qu'il a promu Benalla trop vite, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir. C'est surtout, en fait, le point de contournement, c'est les réseaux sociaux, en fait. Mais il faut toujours prendre en compte que les réseaux sociaux nous asservissent à un autre système. Il n'en a rien à faire qu'on fasse la révolution ou pas, parce que sa seule obsession, c'est le profit, et il a réparti ses risques à l'échelle mondiale, qui sont le capitalisme de la Silicon Valley, qui est lui-même très imbriqué avec le système d'État américain, mais qui fait que si, pour faire du profit, il faut favoriser une révolution dans tel ou tel pays, ils le feront. Et les Gilets jaunes ont réussi à provoquer en fait une concentration de l'attention qui permet de contourner les dispositifs de concentration de l'attention habituels qui sont les médias traditionnels, la télévision, etc., grâce au Facebook Live et au groupe, qui sont des dispositifs qui sont mis en avant par Facebook pour une seule raison, c'est parce qu'ils vous incitent à rester plus longtemps sur Facebook. Et donc leur permettent de faire plus de profit parce qu'ils leur permettent d'afficher plus longtemps des publicités à votre égard. C'est la seule raison pour laquelle on a eu un temps d'avance sur le gouvernement et les forces politiques existantes et même l'ensemble des autres médias, parce qu'en fait ils étaient complètement incapables d'utiliser ces outils comme le faisaient certaines des figures des Gilets jaunes qui ont émergé ainsi. Mais dès le moment Facebook ou Twitter décideront de renormaliser la production de ces contenus, voire qui décideront de dévaloriser les contenus politiques postés sur ces espaces-là, parce qu'ils considèrent que ça a des effets de distorsion dans l'espace informationnel, et du coup sur les systèmes démocratiques, eh bien on perdra cet outil d'émancipation qui était tout relatif. Donc en fait, on est sur un point de... C'est très fragile en fait, l'avancement. C'est très très fragile, et si jusqu'à aujourd'hui, le fait que ce soit le gouvernement français qui du coup n'a pas suffisamment de pouvoir pour faire plier Facebook ou Twitter, justement qui essaie des équipes qui nous aient favorisés, à tout moment en fait ça peut se rompre et faire que finalement ce mouvement finira de se taire, mais surtout que les prochains auront beaucoup de mal à émerger. Donc à la fois avoir conscience du fait que là on a une avance qui nous permet de faire circuler des informations qui auparavant n'existaient pas. Crépuscule n'aurait jamais existé sans ces réseaux sociaux. J'ai mis le PDF en accès libre en novembre, il était inéditable, complètement inéditable, et c'est seulement parce qu'il a circulé de façon massive sur les réseaux sociaux, dans les groupes des Gilets jaunes
qu'un éditeur finalement s'est dit, bon bah je vais peut-être prendre le risque, un petit éditeur indépendant, de le publier, et que c'est devenu un objet de librairie qui permet de toucher d'autres strates de la population. Mais sinon, toutes les informations qui sont contenues dans le livre ne seraient jamais sorties. J'ai toujours pas lu un article de presse ou une dépêche sur le fait que Édouard Philippe a fait recruter sa femme à Sciences Po après avoir attribué des subventions à Sciences Po à travers la mairie du Havre. Donc un pur cas de népotisme qui est vraiment 10 à 15 fois pire que celui de l'affaire Fillon. Et il n'y a toujours pas un mot dans la presse. Ce truc est en accès libre, en PDF, qui a été téléchargé des centaines de milliers de fois depuis novembre. Il est dans un bouquin qui est en tête des ventes depuis 1 mois et demi, et il n'y a pas un journaliste qui s'en saisit. Pourquoi? Parce que dès le moment que vous saisissez d'une information qui est dans Crépuscule, vous légitimez l'ouvrage. Or, comme cet ouvrage dévaste de façon massive les compromissions que l'espace médiatique traditionnel a mis en place avec le pouvoir, eh ben, il faut tenir à l'écart. Et donc, les rares articles de presse ou émissions, là j'ai encore eu droit hier à une émission sur France Culture d'1 heure, dont le titre a été changé, mais au départ, et sur Twitter il était encore, maintenant le titre c'est De quoi Crépuscule est-il de signe. Mais le titre original c'était De quoi Roi de Banco est-il de signe. Et pendant 1 heure, il ne parle que d'une chose, c'est de moi, de ma personnalité, de ce que je faisais quand j'avais 14 ans, du fait que j'étais un mélange de James Dean et de Saint-Just. Et il y a 1 heure de discussion, de salon sur moi, sans à aucun moment parler d'une seule des révélations dans le livre, dont ils disent soit qu'on savait tout, soit qu'il y a des erreurs, soit qu'en fait c'est vrai que c'est juste, mais sans jamais les énoncer, quoi, sans jamais dire ce qu'il en est, sans jamais s'appuyer sur les éléments factuels qui sont apportés. Et bien dans cette omerta complète qui est parfaitement explicable, parce que vous avez à côté des livres de Marc André, le grand manipulateur, qui décrit tous les réseaux de Macron, sauf ceux de la presse. Bah là, il est invité dans l'IB, dans Le Monde, dans l'Obs, dans France Inter, dans France Culture et compagnie. Vous avez en fait, évidemment, le point aveugle que je décris dans Crépuscule, qui est justement ce point informationnel, le lien entre médias, oligarques et pouvoir, qui est pourtant déterminant dans l'espace démocratique. C'est ça qui fait qu'on est en démocratie et qu'on n'est pas. C'est d'expliciter justement ce rapport et de nous permettre de comprendre la décision politique et la façon dont on nous présente tel ou tel décideur à travers ces intérêts-là. Et bien ce point reste complètement aveugle, y compris avec un outil d'ouverture massive de porte ministérielle, par un Fenwick comme Crépuscule. Et donc, dans cette aporie, notre arme, jusqu'à ce que ça se retourne contre nous, c'est les réseaux sociaux. Et c'est la circulation réticulaire d'informations, ou rhizomatique, pardon, plutôt, qui nous permet de contourner les appareils de pouvoir avec un défaut, du coup, une incapacité à se structurer, du coup, une absence de volonté, une façon de contourner le fait que de toute façon c'est impossible, qui fait que des moments comme le 1er mai, on se retrouve en dépendance d'appareils de pouvoir extérieurs, des syndicats, qui du coup sont en capacité de nous juguler et d'essayer de réimposer en fait leur forme conventionnelle d'action et du coup d'étouffer tout potentiel révolutionnaire. Donc on est sur une aporie, une dialectique qui est très difficile à dépasser et qui passe probablement par un long travail qui va prendre des mois de conscientisation et surtout de collectivisation de la réflexion à l'échelle locale. C'est-à-dire, parmi vous, une identification des personnes qui sont prêtes à s'engager, à prendre le risque de la rupture et l'organisation à partir d'événements comme celui-là, de formes d'action collective qui permettront, par agrégation successive, parce qu'elles serviront le même objectif commun, de provoquer peut-être éventuellement une bascule qui ne nous fasse plus dépendre de ces appareils de pouvoir, qu'ils soient américains pour les réseaux sociaux ou nationaux pour les médias oligarchiques. Et peut-être la création d'outils qui nous permettront de nous émanciper, et je pense sérieusement à créer un média qui s'appellerait Jupiter, qui permet justement de rajouter de petites pierres à ce monde. Pour l'organisation locale, on me rappelle, c'est juste après le débat. On va encore prendre 2 questions et on passera un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc à réagir à l'appel qui a été lancé à un collectif local. 2 questions ici et là. Vous allez, on pourrait faire durer la soirée indéfiniment. Voilà, vous allez tous geler sur le ciel. 2 questions et on termine. Bonsoir. Je vais parler un peu du principe de la France, dont on n'entend pas beaucoup parler, en tout cas j'ai l'impression, des dom-tom. Je suis originaire des dom-tom, particulièrement de Guyane, après aussi Marseille Guadeloupe. Je pense qu'il est essentiel de s'interroger sur la façon les échecs, selon moi, des gouvernements successifs à faire en sorte que ces territoires-là ne soient pas des territoires de seconde zone, vraiment des secondes zones où il n'y a pas de perspective. À l'heure actuelle, un jeune
momentum, n'a pas de perspective, n'a pas vraiment de perspective d'avenir. Sur ça, je prends mon exemple, par exemple, je fais de la science, je suis en master scientifique, je n'ai pas spécialement d'ouverture d'avenir pour faire carrière à côté de chez moi. Il n'y a pas d'université spécialement intéressante. L'université de Guyane, c'est une grosse blague. On parle de l'octroi de mer aussi, 40% qui entraîne que les fonctionnaires là-bas soient payés 40%, et qui entraîne que la vie soit particulièrement chère. Je me souviens de la phrase de M. Mitterrand qui avait dit qu'on n'en serait pas diffusé sur fond de Bonneville. La situation n'a pas vraiment changé, et même après les manifestations de 2017, la première action du gouvernement Macron quand il est venu en Guyane, c'était de dire que l'investissement qui avait été promis par M. Hollande, il ne sera pas fait, et que la seule perspective qu'on nous offre, c'est un projet minier qui est celui de la Montagne d'Or, qui est aberrant, où la population est complètement contre, et pas de solution. Et ce projet permettrait à lui de rattraper ces 20 ans de retard qu'il y a par rapport au territoire métropolitain. Et c'est quand même symptomatique pour moi d'un échec de prise de décision, c'est-à-dire qu'on prend des décisions en métropole qui, quand on essaie de les appliquer à 1000 km de là, ça ne marche pas. C'est le fruit d'une absence de pensée. Enfin, c'était à propos de la Guyane, non, qu'il avait dit que c'était une île, ou non, qu'il avait parlé des expatriés. C'était une île. C'est à un moment où vous vous retrouvez dans une telle asymétrisation de la décision politique. Vous avez quelqu'un qui n'a pas d'expérience du réel, qui a des connaissances assez limitées sur beaucoup de sujets, pour toute une série de raisons, qui se retrouve à devoir prendre des décisions, y compris sur la Guyane. Donc évidemment, il va avoir une pensée complètement asséchée à ce sujet, parce qu'il n'a aucune remontée, aucun rapport au réel, aucune remontée de personnes de confiance avec qui il aurait travaillé, qui aurait fait qu'au bout de tant d'années de carrière politique, il aurait fini par être frotté justement à ces enjeux-là, aurait eu des personnes qui seraient capables de lui apporter des décisions, etc. Et on se retrouve du coup face à quelqu'un qui doit prendre in abstracto des décisions qui ont été filtrées par des personnes, par des conseillers ministériels qui ont 30 ans, qui eux-mêmes en fait sont dans une déconnexion complète, qui font que vous avez en fait un vide de la pensée. Par rapport à ça, moi je mets ça en contraste avec le projet d'élaboration politique, et là pour vous, je vais le défendre à mort, mis en place par Mélenchon, qui était un truc beaucoup plus horizontalisé, et qui faisait, et il faut quand même comprendre que c'est à cause de ça qu'il a perdu l'élection présidentielle, et qu'on a perdu, je vais dire, parce qu'à l'époque, je croyais vraiment que c'était la dernière chance de rupture institutionnelle pour lui, avec les tout forts qui étaient mis en place. Il a perdu à cause de la Guyane, parce que, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a Clémentine Autain, qui a voulu jouer à un jeu de distinction sociale à 4 jours du premier tour, ce qui est très propre d'une certaine forme de bourgeoisie qui n'a qu'une obsession, c'est d'abord la construction d'un parcours individuel, surtout parcours collectif, et qui au moment où on interroge sur l'appartenance de la France à l'ALBA, commence à dire « Ah oui, c'est vrai que c'est un peu gênant, je ne sais pas quoi vous dire, etc. » Et donc ouvre un gouffre que toute l'oligarchie n'avait pas réussi à mettre en place jusqu'alors, qui était de dire « En gros, la France de Mélenchon, c'est le Venezuela. » Or, pourquoi est-ce que l'adhésion à l'ALBA était importante pour Mélenchon? C'était pas pour faire une alliance avec le Venezuela et tenir le niveau Venezuela, mais tout simplement pour donner justement un débouché économique et politique à la Guyane et sortir de l'impasse qui faisait que la Guyane n'était pensée par nos décideurs politiques qu'à travers son rapport à la métropole, et du coup évidemment ça limite énormément la possibilité de développement, mais au contraire essayer de le réinsérer dans un espace de développement économique et géopolitique alternatif qui lui aurait permis de trouver racine et de développer un modèle différent qui lui aurait permis de s'autonomiser aussi par rapport à la métropole en termes économiques, sociaux, environnementaux, etc. Et donc là, pourquoi est-ce que Mélenchon réussit à avoir cette idée que cette personne, Clémentine Autain, qui elle, et au contraire appartient à cette petite cercle, détruit complètement par ignorance, parce qu'elle n'a jamais cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce point dans le programme, parce qu'elle se retrouve porte-parole du parti, parce qu'elle est rassurante pour les bourgeois parisiens de la droite, plutôt, oui, le 10e et compagnie, c'est un peu son utilité, en gros, et donc du coup, rassurer les journalistes, mais qui prend tellement à cœur son travail qu'elle préfère rassurer les journalistes et plaire aux journalistes plutôt que de défendre son candidat, et du coup provoquer évidemment probablement c'est ça qui a fait perdre le 1% qui a empêché Mélenchon de gagner sa voix. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas travaillé son programme, elle n'a pas essayé de comprendre pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon
pourquoi la France insoumise en tant que telle, dans son ensemble, a proposé ce shift géopolitique majeur, et on se retrouve justement dans un truc en cascade qui n'a plus fin. Et cette absence de pensée, elle se retrouve aujourd'hui au pouvoir, dans les principaux partis de pouvoir. L'effondrement du PS n'est que ça, hein, c'est de la même façon, finir par ne plus penser, quoi, et être juste dans un possible du néant. C'est sur la décision d'Emmanuel Macron en tant que président de la République d'envoyer le Charles de Gaulle en mer de Chine pour intimider la Chine. Pour dire à la Chine, non mais on en est là, quoi. Je veux dire, voilà la réponse que je peux vous apporter, quoi. Et donc du coup, d'où la nécessité d'une rupture et d'une réinauguration beaucoup plus large du rapport politique, parce qu'il n'y a pas de raison que la France et la Guyane ne trouvent pas de capacité franchement, et je pense que mais à force de ne pas y arriver, on va provoquer des mouvements de plus en plus contestataires qui vont finir par devenir radicaux, comme ceux justement des protestations de 2017, je pense que c'était, et à un moment, une rupture, ou en tout cas une volonté de rupture, qui éventuellement sera écrasée par la force, comme ça l'a été en Corse, ou à force d'intervention à force d'intervention militaire et policière, avec de massacres, on crée en fait une forme d'asservissement qui n'est producteur de rien, ni pour la métropole, ni pour les populations locales. Bonsoir. J'ai une question qui sera traitée rapidement. Tout à l'heure, vous avez dit préparez-vous à la révolution. Et donc tout à l'heure, vous avez dit préparez-vous à la révolution de voir. Et à ce moment-là, je me suis demandé si vous n'allez pas percevoir une incitation à l'armement citoyen. Réponse que j'ai eue lorsque vous avez dit que la violence corporelle était inutile. Et du coup, je me suis demandé si le discours n'était pas un discours anti-insurrectionnel. Je pense que c'est une dialectique dans laquelle on ne doit pas forcément rentrer. On se souvient beaucoup de Gandhi, qu'on met énormément en avant parce que c'est assez confortable de se dire ah oui, par la masse, on peut provoquer des ruptures, mais c'est confortable pour l'establishment de mettre en valeur cette. Je ne pense pas que Gandhi, sans les bombes sur les rails, aurait réussi à obtenir quoi que ce soit. En fait, il y avait le mouvement de masse pacifiste, mais il y avait aussi l'usure par un mouvement de résistance beaucoup plus important, et c'est la combinaison des deux qui a provoqué la bascule du système colonial anglais. Alors évidemment, on n'est pas là, on n'a pas besoin de foutre des bombes, je pense que, parce qu'on n'est pas à un niveau d'oppression similaire à celui du système colonial, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à mon avis, il n'y a pas de contradiction. Il faut nourrir les différentes voies avec des limites que j'ai explicitées, selon moi, c'est mon opinion, parce qu'il faut juste veiller à ce que ça ne devienne pas contre-productif. Mais donc c'est un équilibre très difficile à mettre en place, c'est-à-dire c'est une question encore une fois d'intelligence collective, c'est comment réussir à ne pas se mettre à dos la majorité de la population, voire l'ensemble de la population, ce qu'a réussi à faire les Gilets jaunes jusqu'ici, ce qui est assez miraculeux, après 5 mois de harcèlement médiatique, symbolique, etc. Et encore, c'est entre 45 et 50% de la population qui soutient les Gilets jaunes. Unique dans l'histoire d'un mouvement social, au-delà de la temporalité et des 5 mois qui sont déjà déroulés, alors même qu'il y a eu des actes de réaction au silence du pouvoir qui pouvaient être considérés comme violents. Donc il faut en fait tenir cette ligne qui fasse que vous continuez à avoir un consentement au sein d'une large part de la population et vous appuyez là-dessus pour ensuite vous fixer vos propres limites. Vous voyez, il faut toujours avancer avec dans cette dialectique-là et avec cette précaution-là. C'est ça la vraie limite à choisir au-delà de la limite ontologique de la violence au corps. C'est ça en fait qui doit guider notre action, c'est comment est-ce que réussir à faire que l'on reste légitime, quel que soit notre mode d'action. Par contre, c'est vrai que ce soit les cortèges syndicaux du 1er mai qui ont été négociés, ou même les actions contre le climat qui ont été mises en place, parfois de façon concurrente et volontairement concurrente avec les Gilets jaunes, cette voie-là ne mène à rien, je pense qu'on aura compris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au contraire, un étouffoir qui se met en place à travers ces types d'actions qui sont assez dramatiques. Et quand on pense en plus qu'une partie de ces mouvements, notamment écologistes, je pense au manifeste qui a été énoncé il y a quelques semaines, avec notamment l'appel de Cyril Dion et compagnie, est mis en place en sous-main par des têtes de liste Europe Écologie Les Verts qui n'ont qu'une envie à travers ça, c'est de récolter des signatures pour pouvoir faire leur campagne. Voilà. J'ai pas de réponse dans l'absolu. C'est des dialectiques, c'est des courbes sinusoïdales, ça dépend vraiment du rapport que vous allez établir avec
et de votre capacité à résister à la position du stigmate que le pouvoir va mettre en place sur vous. Et c'est pour ça que moi j'ai pris des prises de position très radicales sur la question de la violence, entre guillemets, où je refusais de me soumettre aux stigmates que mettait en place le gouvernement, où je décrivais par exemple l'attaque au Fenwick de Benjamin Griveaux, enfin de la part de Benjamin Griveaux, comme un acte carnavalesque. C'est pas par apologie de la violence, par jouissance personnelle ou quoi que ce soit. C'est justement pour essayer de mettre une digue qui fasse qu'avec mon capital culturel, symbolique et compagnie, cette parole devienne audible. Et l'intelligence du geste et la nécessité d'être dans une dialectique qui soit légèrement différente de l'institutionnalité des protestations syndicales habituelles, fasse qu'il n'y ait pas un chape de plomb qui s'impose immédiatement, dans laquelle on finisse de condamner immédiatement les gilets jaunes pour avoir légèrement débordé ou pour avoir innové dans le mode de mobilisation. Quelqu'un a énoncé l'exemple des poubelles incendiées tout à l'heure, qu'on me dise en quoi c'est violent une poubelle incendiée. Au-delà de l'imaginaire que ça invoque, non mais c'est très sérieusement, quelle est la forme de violence, enfin, en quoi c'est une vitre cassée, je peux entendre, mais une poubelle publique incendiée, c'est un pur maniement du symbole. Il n'y a aucune destruction. Enfin, on détruit quelque chose qui a vocation à être détruit, pardonnez-moi, mais enfin, on accélère un processus à la limite, c'est la seule chose qu'on fait, mais on participe à l'ordre d'existence, si vous voulez. Mais je veux dire, donc vous voyez, et pourtant, ça va être ce type d'image qui va être utilisé pour décrire. Donc voilà, sortons de la réduction, de la réunification du débat à partir du terme de violence, selon moi. Qualifions plus précisément les gestes que l'on nous reproche ou qu'au contraire on devrait mettre en place, et à partir de là, en reprenant le contrôle sur la diction, sur la parole, autonomisons-nous de ces appareils de diction du symbole, du symbolique, et donc de la capacité à imposer de leur capacité à imposer des chapes de plomb ou pas, c'est-à-dire à faire ce à quoi ils sont prédestinés. Parce qu'en tant que bourgeois, c'est-à-dire en tant que caste instituée depuis la Révolution pour dire le réel, pour prendre la parole de tribun, ils ont théoriquement le monopole sur le symbolique. Ils ont le monopole sur la diction, sur la capacité à dire ce qui est. Et nous, ce qu'on est en train de faire, avec les Gilets jaunes, avec d'autres mouvements, c'est de leur retirer ça et dire, quelle que soit la classe sociale, ce droit à la diction est universel et on va cesser d'agir à travers vos catégories. Ça provoque quoi de leur part? Une réaction violente, parce que ce qu'on est en train de remettre en question, c'est quoi? C'est le fondement de leur position sociale. Si vous expliquez aux journalistes, aux députés qui ne sert à rien parce que vous avez décidé de reprendre la parole par vous-même, il va réagir en vous disant vous êtes horrible, vous êtes un fasciste. Non mais vraiment, et d'où les excès de parole, d'où pour nous faire la volonté de lutter et compagnie. Et donc à un moment, il faut tenir très droit et dire bah, si on continue, on peut dire que ce que vous dites n'est pas une diction du réel, c'est un détournement à travers l'utilisation des outils que l'on vous a attribués. Parce que vous avez fait ces études grâce à nous, grâce à notre travail, grâce au travail de notre compagnie. Ces détournements de nos ressources, il faut y mettre fin et nous réattribuons le droit à dire ce qu'est le réel. Et à partir de là, à nous émanciper. Merci beaucoup, Marc Branco. Merci de nous avoir exposé vos pensées, vos opinions, d'en avoir débattu avec nous. Avant que... Bon, déjà, je vous remercie, on vous remercie collectivement à tous et à toutes d'être venus. Et avant que je vous libère totalement, on va passer justement de la théorie à la pratique. Et je vais laisser la parole à Fabienne Merola, qui a un petit mot à vous dire. Il y en a qui veulent rester un petit peu après la conférence pour discuter avec nous et discuter des suites de ce que Fabienne va vous dire. On aura le hall pour faire ça avant. Voilà, je vous remercie. D'abord, je voudrais remercier beaucoup Moine pour sa prestation, et pour tous les éléments de réflexion qu'il nous a donnés. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord avec tout ce que tu as dit. Justement, notre boulot, c'est peut-être de continuer cette réflexion et puis passer aussi à l'action, chercher les modes d'action qu'on peut avoir et qui vont prendre le relais du mouvement des Gilets jaunes, je dirais, et le transformer en un réel mouvement peut-être révolutionnaire, pourquoi pas. En tout cas, réfléchir à nos institutions et les améliorer. Et pour ça, on est un certain nombre de militants sur cette fac qui essayons de temps en temps de mobiliser les gens dans cet esprit. Vous avez tous un tract entre les mains qui résume un peu, disons, le minimum commun que nous partageons entre ces différents militants. On appelle toutes ces personnes qui ne travaillent pas toujours ensemble et toutes celles qui voudraient s'engager à se retrouver
réfléchir aux modalités d'action qu'on pourrait trouver pour l'avenir. Voilà. Et donc il y a un rendez-vous pour le 15 mai. Donc on va repartir un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense, et puis essayer d'aller plus loin. Je voudrais aussi dire pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a une liste de diffusion sur la fac qui s'appelle lutte@orceanlutte.info. Lutte au singulier, c'est ça? Oui. Et que donc c'est une liste de diffusion qui est ouverte, il faut demander son inscription d'abord. Alors il y a peut-être, vous m'écrivez, Fabienne Merola@suite.fr, et puis je transmettrai les demandes d'inscription. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais en tout cas, cette liste est ouverte à toutes les personnes qui sont inscrites dessus. C'est une liste où on débat de toutes les mobilisations sur la fac depuis déjà pas mal d'années. Et on va l'utiliser pour passer les informations concernant les mobilisations autour des Gilets jaunes et autour du mouvement social et de refondation actuelle. C'est très ouvert comme appel. On appelle vraiment toutes les sensibilités qui se reconnaissent un peu dans ce type de texte à nous rejoindre. Voilà. À bientôt. Merci. Je reviens une dernière fois avant de donner une phrase. Oui, je vous remercie. On a une petite cagnotte à la sortie, vous allez voir très original. Si vous voulez qu'on refasse des conférences avec le chauffage dans l'amphithéâtre, vous allez voir. Voilà, il va falloir qu'on vous aide à participer et je vais les faire rapidement. Donc, merci d'avoir été là. Voilà, tout simplement. Bon courage. Merci beaucoup.